Elle m'a humilié en crachant sur mon visage devant toute ma famille quand je lui ai demandé de m'épouser le jour de Noël. Elle s'est moquée de la bague et de moi, mais je l'ai laissée là, sur le champ, et maintenant elle veut revenir, juste au moment où elle découvre que la véritable honte pour elle ne faisait que commencer. J'ai cru que ma vie avait touché le fond quand elle a craché sur mon visage. J'étais loin de me douter que ce serait la partie la plus facile de l'histoire. J'ai 29 ans et j'ai été avec Madison, 28 ans, pendant 3 ans. Je l'ai rencontrée à l'anniversaire d'un ami commun, quand j'avais 26 ans. Elle portait une robe d'été et, pour être parfaitement honnête, elle m'a paru être la femme la plus séduisante de l'endroit. Nous avons parlé pendant des heures, nous avons ri de bêtises et de futilités, et à la fin de la soirée, elle m'a donné son numéro. Après ça, nous avons commencé à sortir ensemble. 6 mois plus tard, Madison a emménagé dans mon appartement. Elle a dit que son bail prenait fin, que c'était la chose la plus logique à faire et une bonne décision financière, même si, en réalité, ça n'était financièrement avantageux que pour elle. Je payais le loyer, les charges, la nourriture et pratiquement toutes les dépenses de la maison. Elle travaillait à temps partiel dans une boutique du centre-ville, gagnant peut-être quelques dollars de l'heure, mais pour une raison mystérieuse, son salaire disparaissait intégralement dans des vêtements, des manucures, le coiffeur et des déjeuners entre amis. Chaque fois que nous sortions, je payais tout. J'ai aussi commencé à payer son assurance auto parce que, disait-elle, ce mois-ci elle était un peu juste. Puis ce fut le mois suivant, et puis c'est simplement devenu une de mes responsabilités habituelles. Chaque fois que j'essayais d'en parler, elle se braquait. Elle disait que j'étais contrôlant, que je faisais le compte de tout, que si je l'aimais vraiment, je ne remettrais rien en question. Elle prétendait que son travail ne payait pas bien et que je gagnais plus, donc elle ne voyait pas où était le problème. Moi, comme un idiot amoureux, je me convainquais que les choses finiraient par s'équilibrer, que quand elle trouverait un meilleur emploi ou quand nous nous marierions, tout changerait. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la veille de Noël. J'avais prévu de la demander en mariage depuis 2 mois. J'avais obtenu les coordonnées d'un joaillier recommandé par un collègue. J'avais choisi une bague avec une bonne clarté, une belle taille et une excellente qualité. Ce n'était pas la plus tape à accent grave-l'œil de la boutique, mais c'était une bague qui représentait vraiment ce que je ressentais pour elle. Elle m'a coûté 2 mois de salaire, $8,200 après déduction des impôts et de l'assurance absurde que j'avais achetée. Une somme que j'aurais pu utiliser pour acheter une nouvelle voiture, commencer à épargner pour une maison ou toute autre chose plus sensée, mais je voulais qu'elle se sente spéciale. Je voulais un moment parfait. Ma famille avait organisé le dîner de Noël à la maison. Maman avait préparé son fameux rôti de côte. Papa racontait ses histoires habituelles, celles pour lesquelles nous faisons tous semblant de rire pour la 20e fois, et ma sœur Lorraine jouait avec ses enfants près du sapin. Toute la maison sentait le pain, la cannelle et Noël. C'était le moment idéal. J'ai attendu qu'après le dîner, quand tout le monde était réuni dans le salon. Mes mains tremblaient quand j'ai sorti la petite boîte de ma poche. J'avais répété une centaine de fois ce que je voulais dire. Je me suis agenouillé devant Madison et j'ai murmuré. Madison, je t'aime. Je veux passer ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser? Un silence absolu s'est installé. Ma famille souriait, les téléphones déjà braqués pour immortaliser l'instant, ma mère avait la main sur le cœur, mon père était fier, Lorraine émue aux larmes, et puis il y avait Madison. Madison a regardé la bague, puis elle m'a regardé, et son visage a pris une expression que je ne lui avais jamais vue. C'était un mélange de dégoût et de colère, comme si je venais d'insulter toute sa famille. « Tu es sérieux ?» a-t-elle dit avec une incrédulité authentique. Je ne savais pas quoi répondre. Cette bague est une plaisanterie. J'ai essayé d'expliquer, mais mon cerveau a fait un blanc. Elle est petite, a-t-elle lâché, comme s'il s'agissait d'une offense des plus graves. Tu crois vraiment que je vais porter ça? Mon ami Brian a eu une bague bien plus grosse l'année dernière. Et toi, tu me donnes ça. L'atmosphère est devenue lourde. Personne ne parlait, mais tout le monde écoutait. Ma mère avait l'air horrifiée. Mon père ne souriait plus et Lorraine était bouche bée. J'ai voulu dire quelque chose, n'importe quoi. Mais avant que je puisse réagir, Madison s'est penchée vers moi et a craché sur mon visage. C'est ce que je pense de ton anneau pathétique et bon marché. Elle avait craché avec un mépris absolu. Un silence de mort a envahi la pièce. Maman a eu un soupir de choc. Je pouvais même entendre les enfants qui avaient arrêté de jouer. Je suis resté là, agenouillé,
la bague à la main et la salive coulant sur ma joue. Et, à cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. 3 ans à tout payer. 3 ans à être traité de contrôlant pour avoir demandé un minimum de respect. 3 ans à porter cette relation pendant qu'elle claquait son propre salaire en futilité. 3 ans, et maintenant ça, devant mes parents, ma sœur, mes neveux et nièces. Il ne me restait plus une goutte de dignité à perdre. J'ai essuyé mon visage avec ma manche et j'ai dit, avec un calme qui m'a même effrayé. C'est fini. Le visage de Madison a perdu toutes ses couleurs. Quoi? C'est fini. Prends tes affaires et sors de mon appartement. Tu ne peux pas rompre avec moi. Je viens de le faire. Elle a regardé autour d'elle, cherchant du soutien, mais personne n'a bougé. Maman la regardait avec mépris. Papa avait l'air prêt à la jeter dehors par la force. Lorraine secouait simplement la tête, incrédule. C'est alors que son indignation s'est transformée en fureur. Parfait. Tu veux la vérité? Je suis toujours amoureuse de Derek, mon ex. Il sait, lui, comment traiter une femme. Il ne fait pas les comptes comme toi. Il ne me fait jamais me sentir rabaissé. Je sors avec lui depuis des mois et tu sais quoi? Je pars avec lui, tout de suite. Il m'aurait offert la bague que je mérite vraiment. La pièce est retombée dans un silence terrifiant. Elle a attrapé son sac et son manteau et s'est dirigée vers la porte. Mon père a menacé de dire quelque chose, mais ma mère l'a retenu. Juste avant de sortir, Madison s'est retournée, m'a jeté un regard méprisant et a conclu. Derek m'aurait offert la bague que tu n'as jamais été capable de m'acheter. Elle a fermé la porte sans un bruit. Elle ne l'a pas claquée, n'a pas crié, elle est juste partie, laissant un vide qui a résonné plus fort qu'une dispute. Mon père a posé une main sur mon épaule. Ma mère semblait prête à la poursuivre pour s'expliquer à l'entrée. Lorraine était déjà en train de fouiller les réseaux sociaux de Madison, déterminée à découvrir tout ce qu'elle nous avait caché d'autre. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis resté assis dans mon appartement, entouré par toutes les affaires de Madison, répétant inlassablement chacune de ses paroles. Savoir qu'elle me trompait depuis des mois, au moins 6, peut-être plus, m'a plongé dans un état étrange, un mélange nauséeux d'incrédulité et de colère silencieuse. Jusque-là, je sombrais dans la tristesse, mais cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. J'ai arrêté de me lamenter et j'ai commencé à être vraiment furieux. Le lendemain matin, le 26 décembre, je me suis réveillé au milieu du même chaos, 3 années d'accumulation des possessions de quelqu'un qui, en réalité, ne voulait plus partager sa vie avec moi. Je me suis levé, ai pris mon téléphone et lui ai envoyé un message direct. Tu as jusqu'à midi pour venir chercher tes affaires. Après, elles seront sur le trottoir. Elle n'a pas répondu. Quand l'horloge a indiqué 12h30, j'en avais assez d'attendre. J'ai commencé à rassembler tous ses vêtements, ses chaussures, son maquillage, ses bijoux, ses livres, chaque objet qu'elle avait laissé chez moi au fil de 3 ans. Sans réfléchir, j'ai ouvert la fenêtre du 2e étage et j'ai tout balancé sur le parking. Les robes tombant dans les flaques gelées, les chaussures ricochant sur l'asphalte, et même ce sac de luxe que je lui avais offert pour son anniversaire a fini enfoncé dans une flaque d'eau sale et de neige fondante. La météo était de mon côté, un froid humide, parfait pour ruiner des effets personnels sans trop d'efforts. À 2h de l'après-midi, l'endroit ressemblait à la scène d'un vide-grenier désespérément cher et totalement désorganisé. J'ai pris une photo du chaos, je la lui ai envoyée avec le message. Tes affaires sont dehors. Tu as 1 heure avant que tout soit donné ou ramassé par le premier venu. En moins de 5 minutes, mon téléphone a sonné. T'es devenu fou? Tu ne peux pas jeter mes affaires comme ça. C'est déjà fait. Ces choses valent très cher. Alors dépêche-toi. Il commence à neiger à nouveau. Derek est avec moi. Il va te faire regretter si tu ne remets pas tout à l'intérieur. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Qu'il essaie. Je l'attends. Elle a raccroché sans ajouter un mot. Une demi-heure plus tard, une Ford Focus en bon état est entrée sur le parking. Madison en est descendu, et bien sûr, Derek aussi. Le type était exactement ce que j'imaginais, un adepte de la musculation, un t-shirt moulant mettant en valeur des muscles qu'il travaillait probablement plus que son cerveau, et cette énergie typique de ceux qui se filment en train de soulever des poids pour poster des citations motivationnelles sur la discipline et l'effort. Madison était méconnaissable, les cheveux en désordre, sans maquillage,
portant les mêmes vêtements que la veille et avec une expression de quelqu'un qui n'a pas dormi de la nuit. Dès qu'elle est sortie de la voiture, elle a couru pour ramasser ses affaires dans la neige, poussant des soupirs dramatiques comme si elle assistait à une tragédie. Derek, quant à lui, est venu directement vers moi, le torse gonflé comme s'il était à un concours de bodybuilding. « T'as un problème, mec ? Je fais juste le ménage. » Son visage est devenu rouge. « Tu traites Madison de déchet ? » Si la définition correspond. D'ailleurs, je crois qu'une de ses chaussures est dans cette flaque. Il s'est approché. Je n'ai pas bougé. Nous étions à environ 5 pas l'un de l'autre, assez près pour que je sente l'odeur entêtante de son eau de toilette bon marché. « Derek, aide-moi juste avec les affaires » a crié Madison, empilant des vêtements trempés, mais il était déjà plongé dans son rôle de mâle alpha. Elle regardait, il devait l'impressionner. Non. Ce type doit apprendre le respect. Sérieux, tu vas avoir des ennuis si tu ne la fermes pas. Madison a arrêté de ramasser et nous a regardé avec cette excitation malsaine de celle qui espère une bagarre. Vas-y, chérie. Montre-lui. Et c'est là que Derek a commis son erreur. Il a essayé de me frapper. Je m'y attendais. Les hommes comme lui annoncent toujours leur coup à des kilomètres, ils tendent le bras excessivement, pivotent le torse comme s'ils voulaient que tout le monde voie à quel point ils sont forts. Je n'ai eu qu'à esquiver. Son poing est passé dans le vide, le déséquilibrant complètement. Avant qu'il ne retrouve son équilibre, j'ai attrapé son bras tendu et tiré, utilisant son propre élan. Il a trébuché, les bras battant l'air pour ne pas tomber. Je ne lui ai pas laissé de répit. J'ai avancé, enfoncé mon épaule dans son torse et en même temps, j'ai bloqué sa cheville. L'impact contre l'asphalte a été violent et satisfaisant. Il a tenté de se relever, avec cette fierté typique des mecs de salle qui refusent d'accepter la défaite. Mais alors qu'il parvenait à peine à se mettre à 4 pattes, j'étais déjà sur lui. Je lui ai maintenu l'arrière du crâne et lui ai écrasé le visage contre le sol. Je n'ai pas utilisé toute ma force, mais assez. J'ai entendu le son sec et désagréable de son nez qui se brisait. Le sang a giclé immédiatement. « Reste à terre », j'ai dit. Madison a hurlé son nom. Je l'ai simplement regardé d'en haut, respirant profondément. Il émettait des bruits étouffés, les mains sur le visage tandis que le sang coulait entre ses doigts. Son nez était déjà enflé, tordu. « Tu lui as cassé le nez » a-t-elle crié. Il s'est mal défendu. Ce n'est pas mon problème. Trop de muscles, aucune technique. Tu es un monstre. Il m'a attaqué sur ma propriété. Ça s'appelle de la légitime défense. Mais tu devrais l'emmener à l'hôpital. Ce n'est à l'horrible. Derek a essayé de se relever une fois de plus, mais il n'avait presque plus de coordination. Il a fini par rester assis, vacillant, saignant sans pouvoir se contrôler. Madison a tenté de le soulever, mais il était pratiquement mort de fatigue. Finalement, elle a réussi à le traîner jusqu'à la voiture. Il a laissé une traînée de gouttes écarlates sur son passage. Elle l'a fourré à l'intérieur, a fait le tour du véhicule, a démarré et a quitté le parking à toute allure, laissant derrière elle la plupart de ses affaires éparpillées dans la neige. Je suis simplement rentré, me suis lavé les mains, me suis préparé un café et ai mis « Le parrain » en lecture. 3 heures plus tard, elle est revenue seule. Je l'ai vue par la fenêtre alors qu'elle se garait. Elle est restée immobile un moment, regardant ses affaires trempées et ruinées. Puis elle s'est mise à les ramasser en pleurant, faisant plusieurs allers-retours entre le parking et sa voiture. Elle avait l'air épuisée, avec les mêmes vêtements, son maquillage baveux et les yeux bouffis. Lors du 3e aller-retour, elle a levé la tête et m'a vu l'observer depuis la fenêtre. C'est là qu'elle a perdu le contrôle. Elle a attrapé une robe mouillée et l'a jetée contre le mur de l'immeuble. Puis une chaussure. Puis un livre. Finalement, elle a brandi un talon aiguille, l'a pointé vers moi comme une arme et s'est mise à hurler quelque chose que je ne pouvais pas entendre à travers la vitre. J'ai appelé la police sans hésiter une seconde. À ce moment-là, il n'y avait plus de place pour le doute ou les interprétations, je voulais simplement que quelqu'un rétablisse l'ordre avant que la situation ne dégénère davantage. La voix tendue, j'ai composé le 911 et, dès qu'ils ont répondu, j'ai donné les informations presque sans respirer. J'ai besoin d'officiers aux appartements Riverside, Oak Street, ai-je expliqué en essayant de rester calme. Mon ex-petite amie est en train de détruire ses propres affaires sur le parking et cause un énorme trouble. Pendant que je parlais, j'observais Madison par la fenêtre.
Elle semblait complètement consumée par cette crise irrationnelle depuis qu'elle avait réalisé que notre relation était vraiment terminée. Au début, elle ne jetait que les vêtements que j'avais moi-même laissés dehors, soigneusement empilés. Mais en quelques minutes, elle s'est mise à saisir n'importe quel objet à proximité, des pierres décoratives du jardin, un morceau de bois dont j'ignore la provenance, et même ce qui semblait être un couvercle de poubelle. La scène était devenue surréaliste. Elle était hors d'elle, hurlant des paroles incohérentes, brandissant un talon comme s'il s'agissait d'un couteau et répétant le nom de Derek entre des phrases décousues. En moins de 5 minutes, une voiture de police est apparue au fond du parking. Sirènes éteintes, mais gyrophares allumés. 2 policiers sont descendus du véhicule. L'un a ajusté sa ceinture, l'autre a rapidement analysé les lieux. En les voyant, Madison a tenté de se reprendre, comme si elle se souvenait soudain que la présence de la police exigeait une certaine tenue. Elle a ajusté ses vêtements, s'est essuyé le visage avec la main et a tenté d'afficher une contenance qu'elle n'avait plus. « Madame, nous avons reçu un signalement pour trouble à l'ordre public », a dit l'un des officiers d'une voix ferme mais patiente. Immédiatement, Madison a levé son talon en pointant vers ma fenêtre, bien que sa visée soit si mauvaise qu'elle a fini par pointer vers un arbuste complètement différent. « Lui » a-t-elle hurlé. « Cet homme a jeté mes affaires depuis son appartement et a agressé mon petit ami. C'est un violent, vous devez l'arrêter. » Les officiers ont échangé un regard rapide. De ceux qui disent, il y a anguille sous roche. L'un d'eux a fait quelques pas en avant. « Vous allez bien, madame » a-t-il demandé. « Vous semblez bouleversée. »« Je vais bien » a-t-elle répondu immédiatement, trop vite. « Je suis juste en colère parce qu'il, ces affaires sont à moi. » Le policier l'a interrompu. « Vous dites qu'il a jeté vos affaires ?» Madison a acquiescé avec véhémence, comme pour se convaincre elle-même. « Oui. Il a tout jeté. » « Donc, vous causez un scandale pour vos propres affaires, sur une propriété privée ?» a demandé le policier, sur un ton plus ferme. « Si vous ne vivez plus ici, il est en droit de les retirer. Prenez vos affaires et partez, ou nous devrons vous verbaliser pour trouble à l'ordre public. » Madison s'est mise à trembler. Je ne sais pas si c'était de la rage, de la frustration ou simplement l'épuisement émotionnel qu'elle ne pouvait plus cacher. Ses yeux allaient des policiers à ma fenêtre, comme si elle cherchait désespérément quelqu'un à blâmer. « C'est de sa faute » a-t-elle encore hurlé, pointant son talon vers moi comme une baguette accusatrice. « C'est lui qui devrait être arrêté. » Maintenant, elle agitait les mains sans contrôle, tenant toujours le talon aiguille dans l'une d'elles, ce qui rendait la situation encore plus dangereuse. « Madame, s'il vous plaît, calmez-vous et récupérez vos affaires » insista l'officier, essayant de garder son calme. « Je suis calme » cria-t-elle, contredisant complètement son ton, sa posture et son comportement. Un des policiers fit un pas de plus, levant la main ouverte, signalant qu'il ne voulait pas l'effrayer. « Madame, dit-il avec patience, nous avons besoin que vous posiez cette chaussure et que vous respiriez. Vous n'aidez pas votre situation. »« Je n'ai pas besoin de me calmer, rétorqua-t-elle. J'ai besoin que vous arrêtiez cet homme. Il est en train de ruiner ma vie. » L'officier tendit la main pour tenter de l'apaiser, mais ce fut exactement à ce moment que Madison perdit le dernier fil de self-control qui lui restait. D'un mouvement brusque, elle le poussa des 2 mains directement sur la poitrine. Tout gela pendant un instant. La scène resta suspendue dans un silence étrange, presque irréel, comme si personne ne pouvait croire ce qui venait de se passer. Le policier fit un pas en arrière, regarda son torse, puis son partenaire, et enfin Madison. « Madame, dit-il d'une voix ferme, sans crier, vous venez d'agresser un officier de police. Retournez-vous et placez vos mains dans le dos. » Quoi? Non. Non. Il m'a attrapé le premier. Je me défendais, répondit-elle sur un ton qui sonnait bien plus comme du désespoir que de l'assurance. Retournez-vous immédiatement, répéta l'officier. C'était de la légitime défense, insista-t-elle, bien que Madison elle-même semblait réaliser qu'elle avait franchi un point de non-retour. 30 secondes plus tard, elle était menottée. Elle continuait à se débattre, à crier que tout était un piège, que j'avais tout planifié, que rien de tout cela n'était juste. Ses cris se mêlaient à des sanglots tandis qu'elle était guidée vers la banquette arrière du véhicule de police. Un des officiers monta à mon appartement pour prendre ma déposition formelle. Je racontai chaque détail, la scène de Noël, l'infidélité, la séparation, tout ce qui s'était passé sur le parking. Je montrai les messages,
les photos et toute preuve pouvant aider. Nous allons l'inculper pour agression sur un officier et trouble à l'ordre public, m'informa-t-il. Et ses affaires? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Demandai-je, regardant par la fenêtre le chaos dans le parking. Cela reste entre vous, répondit-il. Mais si j'étais vous, je retirerais tout avant demain. Comme ça, elle n'aura aucune excuse pour revenir. Lorsque la voiture de police partit, avec Madison qui hurlait toujours à l'intérieur, j'appelai une entreprise de ramassage des encombrants. Je payai $200 pour qu'ils emportent tout ce qu'elle avait laissé éparpillé. Voir les employés charger les sacs, les cartons et les objets brisés pour les emporter de la résidence fut, honnêtement, un soulagement dont j'ignorais avoir autant besoin. Sans aucun doute, c'était le meilleur argent que j'avais dépensé depuis des années. Le lendemain matin, dès mon réveil, je déposai une demande d'ordonnance restrictive temporaire. J'y joignis la scène de Noël, la bagarre dans le parking et son arrestation. Le juge l'approuva sans hésiter. Madison était interdite de s'approcher à moins de 150 mètres de moi, de mon appartement ou de mon lieu de travail. J'en avais besoin plus que je ne voulais l'admettre. En vérifiant mon téléphone, je vis 17 appels manqués de numéros inconnus, ainsi que des messages vocaux de la mère de Madison, de sa sœur et de plusieurs amis, toutes me traitant de monstre pour avoir ruiné sa vie, pour avoir provoqué son arrestation, pour avoir jeté ses affaires, pour être un homme abusif. Rien de nouveau. Je l'ai bloqué, tout est parti travailler. Entrer au bureau fut comme entrer dans un autre univers. Il n'y avait pas de cris, de drames, de scènes d'hystérie, juste des adultes occupés à leurs tâches. Je passais la matinée à revoir les plans d'un complexe de bureaux dans le centre, à vérifier des calculs et à m'assurer que tout était aux normes. C'était presque thérapeutique. Pourtant, je remarquai que mes collègues étaient étranges. Ils me regardaient comme s'ils savaient quelque chose, mais n'osaient pas en parler. Comme s'ils attendaient que j'aborde le sujet le premier. À l'heure du déjeuner, Tyler vint à mon bureau, s'assit sur le bord, soupira et commenta. « Mec, j'ai appris ce qui s'est passé. » Quelle situation compliquée, hein? Il n'y eut pas beaucoup plus que ça. Les autres me donnaient juste des tapes maladroites sur l'épaule, sans savoir s'ils étaient solidaires ou indiscrets. Une femme de la comptabilité laissa des biscuits maison sur mon bureau et, quand je la remerciai, elle resta plantée là comme si elle regrettait d'avoir parlé. Cette même après-midi, je reçus un email d'une adresse inconnue. En l'ouvrant, je sentis la colère me remonter le long de la colonne vertébrale comme une décharge électrique. C'était de Derek ou de quelqu'un prétendant être lui. Objet, nous devons parler. Le message était un mélange de menaces déguisées en victimisation. Il disait que je l'avais attaqué, qu'il allait ruiner ma vie, qu'il informerait mon entreprise que j'étais violente et instable, qu'il rendrait public tous mes actes dangereux. Je le transférai à mon adresse personnelle pour le conserver comme preuve et bloquer l'expéditeur. 2 heures plus tard, un autre email arriva. Plus long. Plus agressif. Plus menaçant. Il parlait de découvrir où je vivais, de me diffamer sur les réseaux sociaux, de me faire payer. Je conservais celui-là aussi. Le lendemain matin, Derek a décidé de mettre une partie de ses menaces à exécution. Il a trouvé l'adresse email publique de mon entreprise et a envoyé un message, croyant qu'il irait directement à mon patron, bien qu'en réalité, il est atterri dans la boîte générale des ressources humaines. L'email était ridicule. Il affirmait que j'étais dangereux, que je ne devrais pas travailler avec des clients, que je l'avais agressé sans provocation. Son erreur a été d'envoyer le message depuis son adresse email professionnelle. Dans la signature, on voyait clairement où il travaillait, la Vue Fitness, où il était apparemment coach sportif. Cet après-midi-là, la responsable des RH m'a convoqué dans son bureau. Elle a fermé la porte avec un sérieux qu'elle utilisait rarement avec moi. « Jackson, dit-elle, croisant les mains sur son bureau, nous devons parler d'un email que nous avons reçu ce matin. » Son regard laissait entendre que l'affaire était grave. Elle poursuivit. « J'étais en train de travailler ce matin quand j'ai reçu un email étrange mentionnant votre nom. Je vous ai appelé ici presque immédiatement. Nous avons reçu un message assez particulier vous concernant. Voulez-vous m'expliquer ce qui se passe ?» Elle avait une voix calme, bien que je perçoive une pointe d'inquiétude. Je lui ai tout raconté depuis le début, la demande en mariage, l'humiliation publique, la bagarre sur le parking, l'arrestation de Madison et tout ce qui s'était passé ensuite. Je lui ai montré les emails que Derek m'avait envoyés, le rapport de police concernant l'arrestation de Madison et la documentation relative à l'ordonnance restrictive.
Elle a écouté chaque détail sans m'interrompre, prenant des notes avec attention. Alors, laissez-moi voir si j'ai bien compris, dit-elle finalement. Cet homme est le petit ami de votre ex et vous harcèle au travail parce que vous vous êtes défendu lorsqu'il vous a attaqué le premier. Exactement, répondis-je. Et il a envoyé ses emails en utilisant son adresse professionnelle, celle d'une salle de sport? Oui. Elle resta pensive quelques secondes. Je vais prendre contact avec son employeur. Ils doivent savoir qu'un de leurs salariés utilise les ressources de l'entreprise pour menacer et harceler un membre de notre personnel. Mais j'ai besoin de votre autorisation pour partager certains détails de la situation. Vous m'y autorisez? Je répondis sans hésiter. Parfait. Donnez-moi quelques semaines pour régler cela par les canaux officiels, dit-elle pour clore la conversation. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle comptait faire. Je l'ai simplement remerciée et suis retourné travailler. 3 semaines plus tard. Je me suis rendu compte que quelque chose avait changé. Les réseaux sociaux de Derek étaient vides. Son Instagram avait disparu. Son Facebook aussi. Son profil sur le site de la Vue Fitness n'existait plus. Le même jour, vers midi, Tyler vint à mon bureau. « Mec, tu as vu qu'ils ont viré ce coach qui te harcelait? »« Comment tu sais ?» demandai-je, surpris. « Ma femme va à la Vue Fitness. » Apparemment, le propriétaire a reçu un email des RH d'ici, expliquant qu'un de ses employés utilisait son adresse pro pour menacer quelqu'un. Ils ont examiné les emails du type et l'ont licencié la semaine dernière. C'est là que j'ai compris ce qui s'était passé. Notre responsable RH avait pris la situation très au sérieux. Elle avait contacté directement le siège de la salle de sport. Elle avait tout expliqué avec précision, utilisant des termes juridiques, décrivant comment l'employé représentait un risque légal pour l'entreprise. Ensuite, le siège avait contacté le propriétaire de la franchise. Il avait examiné les emails envoyés par Derek et, en l'espace de quelques jours, ce dernier était au chômage. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. 2 jours plus tard. Je reçus un appel d'un numéro inconnu. J'allais l'ignorer, mais quelque chose me poussa à décrocher. « C'est Derek », dit une voix tremblante à l'autre bout du fil. Elle était différente. Brisée. « Nous n'avons rien à nous dire », répondis-je. « S'il te plaît, écoute-moi juste une minute. » Contre mon instinct, je ne raccrochais pas. « Après que tu m'as cassé le nez, je suis rentré chez moi avec Madison, commença-t-il, faisant une pause pour respirer. Je pensais qu'elle serait inquiète parce que je ne pouvais plus respirer correctement et mon visage était si gonflé qu'on aurait dit qu'un camion m'était passé dessus. Je gardai le silence. Mais elle était furieuse. Contre moi, pas contre toi. Il reprit son souffle. Elle a hurlé que je l'avais humiliée, qu'un vrai homme t'aurait affronté. Elle m'a traité de faible, de pathétique. Il y eut une autre pause. Et puis elle m'a frappé. Elle m'a giflé parce que, selon elle, je l'avais fait passer pour une idiote devant toi. Je continuai à me taire. Je suis un lâche, je sais. Je t'ai attaqué parce que c'est ce qu'elle voulait. Je t'ai envoyé ces emails parce que je pensais que ça la rendrait heureuse. J'ai fait tout ce qu'elle demandait, sans réfléchir. Et maintenant, je ne sais même pas ce que j'essayais d'obtenir, dit-il d'une voix vaincue. Pourquoi me dis-tu ça, demandai-je finalement. Parce que je suis désolé. Vraiment. Tu avais raison à son sujet. Elle n'en vaut pas la peine. Elle n'en a jamais valu. J'ai perdu mon job, mon appartement, je ne peux plus payer mon loyer, et j'ai perdu tout le respect que j'avais pour moi-même, avoua-t-il presque dans un murmure. Il y eut un long silence. Je voulais juste m'excuser. Tu ne méritais rien de ce que j'ai fait. Tu as seulement défendu ta propriété et toi-même. C'est moi qui en ai fait une affaire physique. Et je l'accepte. Sans attendre de réponse, il raccrocha. Je restai assis, le téléphone à la main, me demandant quel genre de personne peut manipuler quelqu'un à un tel point. 3 mois et demi s'étaient écoulés depuis cet appel. 3 mois et demi de paix absolue, sans drame, sans menace, sans chaos. J'étais retourné à routine normale, je travaillais, je passais du temps avec mes amis, je rendais visite à mes parents le week-end et j'avais commencé à aller à la salle de sport plus régulièrement. J'avais même retrouvé des hobbies que j'avais abandonnés lorsque j'étais avec Madison. Mon appartement avait finalement retrouvé son caractère. J'avais retiré toutes les photos restantes de nous deux et les avais remplacées par des œuvres d'art que j'aimais vraiment.
J'avais acheté de nouveaux meubles, pas ce qu'elle tenait absolument à avoir, et j'avais même adopté un chien bâtard, Basté, qui semblait avoir trouvé le paradis rien qu'en ayant un foyer. Ma vie était tranquille, exactement ce dont j'avais besoin. Tyler, toujours insistant, avait essayé à plusieurs reprises de me présenter une amie de sa femme, de leur église. J'avais accepté un rendez-vous avec elle. Elle était douce, gentille, mais j'ai été honnête, je n'étais pas prêt pour quelque chose de sérieux. Elle l'avait parfaitement compris. J'étais aussi sorti quelquefois avec d'autres personnes, sans engagement, sans pression, quelque chose de simple, d'adulte, d'équilibré, complètement différent de ce que j'avais vécu auparavant. Pendant ce temps, ma sœur Lorraine continuait d'espionner les réseaux sociaux de Madison. Elle a l'air misérable, commenta-t-elle lors d'un dîner en famille début avril. Elle a posté une citation sur les trahisons et les problèmes de confiance. Parfait, répondit ma mère sans lever les yeux de son assiette. Elle le mérite. Mon père secoua la tête. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle t'ait rejeté la veille de Noël. De mon temps, ça aurait été une honte publique. De ton temps, les gens se mariaient à 20 ans et passaient le reste de leur vie ensemble par pure obstination, rétorquai-je. Et regarde où ça mène, commenta ma mère avant de lancer un petit pain sur mon père. Tout était comme il se devait. Jusqu'à ce que, mi-avril, Madison décide de faire sa dernière apparition. À cette époque, je voyais quelqu'un de façon informelle. Elle s'appelait Emily. Elle était infirmière à l'hôpital du centre-ville, et nos rendez-vous étaient tranquilles, sans attente démesurée. Elle payait ses propres factures, avait sa voiture, n'avait jamais sous-entendu que je devais financer quoi que ce soit. Après tout ce que j'avais vécu avec Madison, cette normalité était un immense soulagement. C'est pourquoi, par ce samedi après-midi de mi-avril, alors que nous étions tous les deux dans mon appartement à regarder un film quelconque, avec Basté endormi à mes pieds, le museau contre le sol, j'ai senti que j'avais enfin retrouvé un moment de paix. Ce n'était rien d'extraordinaire, mais c'était un de ces petits instants qui vous font penser que peut-être, on commence à guérir. Mais ce calme fut de courte durée. Des coups secs à la porte nous arrachèrent au film. D'abord, j'ai pensé à un voisin, ou peut-être une livraison. Je me suis levé sans y accorder trop d'importance, mais dès que j'ai regardé par le Judas, mon estomac s'est serré. C'était elle. Madison. Debout dans le couloir, tenant un plat recouvert de papier d'aluminium, comme si elle rendait visite à un vieil ami et non comme si elle violait une ordonnance restrictive. J'ouvris la porte avec prudence et la détaillai. Elle avait changé, et pas en bien. Plus maigre, l'air usé, comme si les derniers mois avaient aspiré le peu qui restait d'elle. Elle ne portait pas de maquillage, ce qui aurait été impensable pour la Madison que j'avais connue. Ses cheveux étaient attachés n'importe comment, et elle portait un jean usé et un t-shirt simple, rien des vêtements de luxe qu'elle défendait comme faisant partie de son identité. Il y avait quelque chose d'éteint dans son regard, un mélange étrange de vulnérabilité et de tension. « Salut », dit-elle d'une voix basse, presque inaudible. « Madison, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle leva un peu le plat qu'elle tenait. « Je voulais te parler. J'ai fait des cookies, tes préférés, avec des pépites en plus. Je me souviens que tu aimais ça. On peut parler 5 minutes ? C'est tout ? Je dus maîtriser ma frustration pour répondre. Tu n'as pas le droit d'être ici. Il y a une ordonnance restrictive. Tu le sais. Je sais, murmura-t-elle, la voix légèrement tremblante. Mais je voulais juste m'excuser. Vraiment. Pour tout. Je t'en supplie, écoute-moi juste un moment. À cet instant, Émilie s'approcha derrière moi, ne comprenant pas qui était à la porte. Il se passe quelque chose, demanda-t-elle, inquiète. Madison la regarda comme si cette vision avait allumé une mèche en elle. Tout son corps se tendit. L'expression douce et mal à l'aise de tout à l'heure disparut, remplacée par quelque chose de dur, d'acide. Et celle-là, c'est qui, hein, cracha-t-elle, le voix pleine de venin. Madison, dis-je fermement. Tu dois partir. Maintenant. Non. Non, non. Répéta-t-elle, secouant la tête comme pour rejeter la réalité. Tu as tourné la page aussi vite ? En 3 mois ? Avec elle ? Je saisis mon téléphone. Je n'avais plus l'intention de tolérer quoi que ce soit. Je vais appeler la police. Avec elle, dit-elle en pointant Émilie de manière agressive. Tu es sérieux ? Avec cet inconnu ?
Après tout ce que nous avons vécu? Émilie recula d'un pas, surprise par l'intensité de la scène. Je me déplaçai pour bloquer l'entrée, anticipant que Madison tenterait quelque chose. Dernier avertissement, dis-je. Soit tu pars, soit j'appelle le 911. Je suis juste venu m'excuser. Sa voix monta, presque jusqu'à la cassure. J'ai passé toute la matinée à faire ces cookies, à essayer de les rendre parfaits pour toi. Et tu es là avec n'importe qui, que tu connais à peine. Je pressai le bouton pour composer le numéro. C'était la seule chose responsable à faire. Madison vit le geste et son regard devint dangereux. Ne fais pas ça, chuchota-t-elle, la voix soudain tombante. N'ose pas appeler. Tu violes l'ordonnance restrictive. Pars. Sa respiration devint rapide, saccadée. J'ai consacré 3 ans à cette relation. 3, hurla-t-elle, perdant tout contrôle. Et tu jettes tout à la poubelle? Pour elle? Elle essaya de regarder à l'intérieur de l'appartement, cherchant Émilie. Tu crois que tu es spécial, cria-t-elle vers l'intérieur. Tu n'es qu'un bouche-trou pour lui. Une distraction bon marché. Il se fiche de toi, il t'utilise juste pour m'oublier. Madison. Tentai-je de dire, mais elle me coupa brutalement. Cette bague pathétique, c'était pour moi, hurla-t-elle en pleurant. On allait se marier. Avoir une vie ensemble, et tu vas lui donner ça? D'un mouvement brusque, elle arracha le papier aluminium du plat. Les cookies étaient clairement brûlés, durs, ressemblant à des cailloux. Elle en attrapa un et le brandit comme une preuve. Tu ne veux ni de mes excuses, ni de mes cookies. Parfait. Elle le lança avec force. Il passa à quelques centimètres de ma tête et s'écrasa contre le mur avec un bruit sec qui y laissa une marque. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle en avait déjà un autre en main. Elle se mit à les jeter sans contrôle. Un heurta le chambranle de la porte, un autre entra dans l'appartement et explosa sur le sol. On aurait dit du ciment. La communication s'établit. 911, quelle est votre urgence? Mon ex-petite amie viole une ordonnance restrictive et lance des objets dans mon appartement. Madison lâcha le plat. Les cookies se répandirent dans tout le couloir, mais elle ne les regardait même plus. Ses yeux étaient fixés sur Émilie, pleins de haine. Toi, dit-elle d'un filet de voix chargée de fureur. Tout ça, c'est de ta faute. Elle se rua en avant. Elle ne vint pas vers moi, elle alla droit vers Émilie, essayant de se faufiler à côté de moi pour entrer dans l'appartement. J'attrapai son bras fermement et la tirai en arrière. Elle chancela et faillit tomber, mais retrouva immédiatement son équilibre et me poussa avec une force surprenante, essayant à nouveau d'entrer. Éloigne-toi de lui, hurla-t-elle à Émilie. Il est à moi. Il a toujours été à moi. Émilie se tenait déjà de l'autre côté du salon, les mains tremblantes. Basté aboyait et courait en rond, ne comprenant rien. Madison griffait mes bras, désespérée de passer. J'utilisais tout mon poids pour bloquer la porte et la maintenir à l'extérieur. Elle poussait, hurlait, griffait, pleurait. C'était de l'adrénaline pure mêlée à du ressentiment. « Monsieur, vous êtes toujours en ligne ?» demanda l'opératrice. « Oui », répondis-je, la contenant comme je pouvais. Elle essaie d'entrer et d'attaquer ma petite amie. « S'il vous plaît, envoyez quelqu'un rapidement. Les officiers sont à 3 minutes. Restez en ligne. » Madison continuait à se débattre. Ses ongles firent plusieurs marques sur mes bras tandis qu'elle répétait des phrases incohérentes. « Tu as tout ruiné. »« Tout. J'aurais pu tout arranger. J'aurais pu faire en sorte que ça marche. » Elle attrapa un cookie par terre et le lança comme une pierre. Émilie eut le temps de se baisser. Le cookie heurta la fenêtre du salon avec une telle force que je crus qu'elle allait se fissurer. Ensuite, elle attrapa d'autres cookies sur le sol et se mit à les lancer dans l'appartement sans aucune visée. Un toucha la télévision. Un autre atteignit le canapé. Un autre heurta la lampe. Puis, enfin, la sirène retentit. Madison s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle regarda l'escalier, puis moi, et secoua la tête, tremblante. « Non » chuchota-t-elle. « Tu n'as pas vraiment appelé. Tu voulais juste me faire peur. Je voulais juste te parler. Je voulais juste que tu reviennes. » À cet instant, 2 policiers surgirent en haut de l'escalier,
illuminant le couloir avec leurs lampes torchées. Dès qu'ils entrèrent dans le couloir, ils comprirent immédiatement la situation. Madison était là, sur le pas de la porte, entouré de cookies émiettés, tandis que j'avais des marques visibles de griffures sur les bras et que mon appartement était jonché de débris. « Madame, éloignez-vous de la porte », ordonna un des agents avec fermeté. Madison se tourna brusquement vers eux. « C'est lui qui m'a attaqué », hurla-t-elle. « Je suis venu calmement. Je voulais juste parler, et il m'a agressé. » L'officier me regarda, puis les griffures sur mes bras, puis Émilie au fond de l'appartement, pâle de frayeur, tandis que Basté n'arrêtait pas d'aboyer. « Monsieur, vous allez bien ? » « Oui. » « Elle a violé l'ordonnance restrictive, a tenté d'entrer de force et a attaqué ma petite amie, répondis-je sans hésiter. « Mensonge » cria Madison. « Je suis venu m'excuser. J'ai apporté des cookies et il a perdu le contrôle. » Le second policier se baissa, ramassa un des biscuits dans le couloir et le serra entre ses doigts. Il regarda son partenaire, levant un sourcil. « Madame, qu'y a-t-il exactement dedans ? » « Ce sont des cookies, répondit-elle, indignée. « Des cookies. Au chocolat. » Le policier pesa le biscuit dans sa main, comme s'il évaluait une balle de baseball. « Ils n'ont pas l'air de cookies. On pourrait s'en servir comme d'une arme. » Son partenaire avait du mal à contenir son rire. « Je crois qu'elle a oublié la levure, » murmura-t-il. « Arrêtez de vous moquer de mes cookies, » hurla Madison. « Je ne me moque pas, » répondit l'agent. « Je suis sincèrement inquiet pour l'intégrité structurelle de ce truc. Mes enfants font de meilleurs cookies avec de la pâte toute prête du supermarché. » Puis il me regarda. « Monsieur, est-ce que l'un d'eux vous a touché ? » Plusieurs ont touché les murs. Un a touché ma télévision. Le policier ramassa un des cookies qui avait ricoché sur le chambranle de la porte. « Oui, je comprends mieux pourquoi ça a laissé une marque. Ce n'est pas de la pâtisserie, c'est des munitions. » Il se redressa. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour violation d'une ordonnance restrictive, tentative d'agression et dégradation de propriété. » Quoi ? Non, non. C'est absurde. Je voulais juste lui parler. L'agent commença à lui lire ses droits tandis qu'elle pleurait, mais ce n'était plus des larmes de comédie, c'étaient des sanglots désespérés, presque hystériques. Elle tenta de reculer lorsqu'il attrapa son bras. « Ne me touchez pas. Je n'ai rien fait de mal. » Les mains dans le dos, ordonna l'officier. « Ce n'est pas juste. Il a tout ruiné. » Ils durent la retourner de force pour lui passer les menottes. Malgré cela, elle continua à protester, à pleurer et à répéter que tout était un malentendu. Le second officier l'escorta en bas de l'escalier jusqu'au véhicule de police. On pouvait entendre ses cris jusqu'à ce que la voiture quitte l'immeuble. Le premier policier resta pour enregistrer nos dépositions. Je lui montrai l'ordonnance restrictive sur mon téléphone et racontai les événements étape par étape. Émilie donna aussi sa version, la voix tremblante mais claire. L'agent prit des photos de tout, les cookies écrasés, les marques sur le mur, les dégâts sur la télévision, les égratignures sur mes bras et l'impact sur le chambranle causé par un biscuit particulièrement violent. Elle va être inculpée pour plusieurs délits, commenta-t-il. La violation d'ordonnances restrictives, c'est sérieux. La tentative d'agression et les dégâts matériels aggravent son cas. Avec vos blessures et la menace envers votre petite amie, le procureur va probablement demander de la prison. Ça dépendra de son casier et si elle accepte un plaidoyer, mais je m'attendrai à entre 30 et 60 jours, en plus d'une mise à l'épreuve et de stages de gestion de la colère. Lorsqu'il fut parti, Émilie et moi restâmes à regarder la scène. Des débris de cookies partout sur le sol, des marques sur les murs. Basté, enfin calmé, reniflait les dégâts avec prudence. « Alors ?» dit Émilie avec précaution, « c'était ton ex. » « Oui, répondis-je. Et elle a tenté de m'attaquer avec des armes maison déguisées en cookies. » Émilie observa les morceaux éparpillés, puis mes bras, puis le mur marqué. « C'est un peu intense pour un 6e rendez-vous. » Tu as raison. Rappelle-moi quand tu auras digéré tout ça. Et quand tu sauras sûr qu'elle va rester un bon moment en prison, ajouta-t-elle avec un demi-sourire. Ah, et pense à t'acheter une sonnette avec caméra. Elle m'embrassa sur la joue avant de partir. Je restai seul avec Basté, qui conclut rapidement que ces cookies ne valaient pas la peine. Ne mange pas ça, l'avertis-je. Tu vas te casser toutes les dents.
Je pris encore quelques photos pour mes dossiers et commençai à passer des coups de fil. D'abord à Lorraine. Puis au propriétaire pour l'informer des dégâts. Il arriva 1 heure plus tard. Il observa les débris sur le sol, l'impact sur le mur et la marque sur le chambranle. Il ramassa un morceau de cookie. « C'est votre ex qui a fait ça ?» demanda-t-il lentement. « Oui. » Avec des cookies. Il essaya de casser le morceau entre ses doigts. Sans succès. « C'est quel genre de cookie, ça ?»« Du ciment, » répondis-je. Apparemment, elle a oublié la levure et mis trop de farine. L'homme éclata de rire. En 30 ans en tant que propriétaire, j'ai tout vu. Mais jamais personne n'avait transformé des produits de boulangerie en armes. Il évalua les dégâts. Vous devrez couvrir les réparations. Un peu de peinture, et il faut que je vérifie ce chambranle. Elle est inculpée, répondis-je. Je m'occupe de tout. Parfait. Documentez tout, photos, rapport de police, tout. Et la prochaine fois, n'ouvrez pas la porte. Leçon apprise. 6 mois plus tard, je reçus un appel du bureau du procureur, un de ces appels qu'on n'attend pas, mais qu'on reconnaît immédiatement. En décrochant, l'assistante juridique m'informa, d'un ton formel et presque routinier, que Madison avait choisi d'accepter un plaidoyer pour éviter un long procès. L'accord comprenait 45 jours de prison dans le comté. 1 an et demi de mise à l'épreuve. Des stages obligatoires de gestion des impulsions. Le paiement intégral des dommages causés lors de cet après-midi chaotique. Ils me détaillèrent le montant final, réparation du mur, réfection du chambranle, remplacement partiel de la télévision et mes frais médicaux pour les égratignures. Le tout s'élevait à environ 1240 $. Ils confirmèrent également que l'ordonnance restrictive serait renouvelée pour 5 ans supplémentaires, cette fois avec des conditions plus strictes en raison de la récidive et du comportement violent. Je remerciai pour l'appel, raccroché et senti, pour la première fois depuis des mois, une réelle sensation de clôture. À partir de là, le silence fut absolu. Aucun message anonyme. Aucun email bizarre. Aucune coïncidence suspecte. C'était comme si Madison avait simplement disparu de ma vie. Et honnêtement, je le préférais ainsi. Avec le temps, Emily et moi avons renforcé notre relation. Elle a continué à incarner exactement ce que j'avais toujours cherché, l'indépendance, l'équilibre et un sens du partenariat qui rendait tout naturel et simple. Basté, qui au début se contentait de la tolérer, après avoir aboyé comme un fou cette fameuse nuit, est finalement tombé amoureux d'elle. Maintenant, il se blottit contre elle sur le canapé comme s'il l'avait lui-même choisi. Ma famille l'a accueilli à bras ouverts. Ils ont tout de suite vu qu'Emily était une personne stable, avec sa propre vie, et sans aucun intérêt à transformer la mienne en un projet que je serais obligé de financer. Nous partageons les responsabilités, les décisions et les moments de vie, et tout cela a créé un sentiment de tranquillité dont je ne me souvenais plus. Et quant à la bague, celle à 8200 $ qui était destinée à quelqu'un qui n'a jamais rien valorisé, elle repose toujours, intacte, dans mon coffre. Parfois, je l'ouvre juste pour m'assurer qu'elle est toujours là, me rappelant que les choses peuvent changer radicalement quand on commence à poser des limites. Je n'ai pas encore décidé de ce que j'en ferai. Peut-être qu'un jour, je trouverai la bonne personne pour la porter. Ou peut-être que je la vendrai simplement et tournerai définitivement la page de ce chapitre. Pour l'instant, elle reste simplement où elle est, comme un rappel silencieux d'une histoire que je préfère ne pas revivre. Commentaire Monsieur Reddit. Moralité, mes chers, parfois, la meilleure preuve d'amour, c'est une ordonnance restrictive. Et si votre partenaire trouve que votre bague de fiançailles est trop petite, souvenez-vous que les barreaux d'une cellule de prison, eux, sont bien assez grands pour loger son sens aigu du romantisme.